Bonsoir tout le monde et merci pour votre participation au niveau de ce panel consacré sur la modernisation des 599 collectivités territoriales à travers le numérique et intitulé le projet numérique e-territoire. Donc voici l'ensemble des panélistes que nous remercions d'avoir bien patienté pour participer à cet événement-là. Je commence par me présenter, c'est Makita Diallo de l'Agence de développement local du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Bonsoir, moi c'est Alassane Blaise Diagne, je suis le conseiller technique du coordonnateur de l'unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du service universel de télécommunications. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je me présente Christophe Yvetot, je suis le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et je serai ici pour parler un peu de ce que nous avons trouvé dans notre nouveau rapport sur le développement industriel 2020, l'industrialisation à l'ère numérique. Merci. Bonsoir, je m'appelle Cherna Kamara, je suis maire de la commune de Balou, dans le département de Bakel, la région de Tambacounda. Je représente ici le président de l'Association des maires du Sénégal, M. Ali Sall, et à ce titre, venu de Paris hier soir même, pour apporter notre contribution et les perspectives sur l'ensemble des technologies de l'information et de la communication en direction de l'ensemble des élus locaux de ce pays, que ce soit commune ou département. Merci. Bonsoir, donc moi c'est Antoine Gomme, je suis le président d'Optique, l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, donc je représente le secteur privé. Bonsoir, moi je m'appelle Wak Ndiaye, je suis le coordinateur technique de l'Agence de l'informatique de l'État, ADI. Merci très chers participants encore une fois pour avoir patienté. Donc nous présentons, le ministère des collectivités territoriales devrait être plus présent. Il devait assister aux plénières au niveau de l'Assemblée nationale pour le vote du budget du ministère en charge des collectivités territoriales. Donc, notamment, la direction de l'État civil devait être présente, l'Agence nationale de l'aménagement des territoires. Et donc, ils sont excusés pour ne pas participer à cet événement-là. Donc, je vais résumer un peu l'agenda de ce panel-là. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter de manière brève le projet numérique e-territoire. Donc, qu'est-ce qui a motivé le ministère en charge des collectivités territoriales pour initier ce projet-là? Et quelles sont les différentes composantes? Quelles sont les activités sur le plan numérique qui a été effectué? Et enfin, quelles sont les perspectives, le plan que nous voudrions mettre en place pour dérouler ce projet numérique e-territoire? Ensuite, nous allons passer la parole à chaque panéliste pour, dans un premier temps, apprécier la présentation sur le projet numérique et territoire. Quels sont leurs engagements, les activités qu'ils peuvent faire au niveau des territoires à travers le numérique et quels liens on peut effectuer avec le projet et territoire. Et enfin, nous pourrions clôturer le projet. Donc, nous allons commencer par présenter le projet e-territoire. Malheureusement, la projection n'a pas fonctionné, donc je vais essayer quand même d'en parler très rapidement.
Alors, le projet e-territoire, hein, initié par l'Agence de développement local, alors, permettez-moi de vous présenter un peu les missions de l'Agence de développement local. Donc, il fait partie du ministère en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Donc, l'ADL, qui est une structure, une agence d'exécution pérenne, créée par décret et qui a comme mission de mettre en place, mettre en cohérence les actions de développement au niveau des collectivités territoriales. Et parmi les missions spécifiques, nous avons la mise en place de bases de données sur les collectivités territoriales. Cette action même qui démontre que le numérique est pleinement intégré dans les actions de l'ADL. Nous avons la mise en place de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Nous avons aussi le suivi et évaluation des fonds des collectivités territoriales parce que chaque année, l'État du Sénégal transfère des fonds au niveau de ces localités. Il s'agit véritablement de mettre en place un dispositif nécessaire pour voir comment les dépenses ont été effectuées au niveau de ces territoires. Ceci permettra effectivement une bonne planification et une bonne gestion des territoires. Alors, qu'est-ce qui a motivé le ministère en charge des collectivités territoriales, et plus spécifiquement l'ADL, à initier un projet e-territoire? Alors, il faut savoir qu'avant e-territoire, il y avait un projet qui s'appelait le projet d'appui à la gouvernance et au développement des territoires, donc, qui a été créé depuis bien longtemps, qui consiste à renforcer la capacité des acteurs au niveau des collectivités territoriales à distance. Et ça, c'était depuis 2014-2013. Et on a réussi à on a réussi à faire le test entre le département de Foundiougne, Dakar et d'autres villes à distance pendant 1 heure de temps, ce qui a permis de réduire le temps, d'économiser en termes d'énergie, réduire en fait les dépenses. Et ça permet en fait de démontrer qu'il est possible au niveau des territoires d'effectuer des initiatives pareilles. Ça a peu à peu évolué en dotation en équipement informatique, donc tout ce qui concerne les ordinateurs, les tablettes, etc. Et c'est le seul projet de l'Agence de développement local qui a une intervention au niveau national. Donc, c'est après avoir déroulé ce projet d'appui à la gouvernance et au développement des territoires que nous avons restructuré et renforcé pour créer le projet numérique e-territoire. Donc, e-territoire qui a comme objectif de renforcer la gouvernance et le management au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Donc, l'objectif, notre ambition consiste à travers ce projet-là de faire en sorte que les collectivités territoriales soient plus ou moins autonomes dans leur gestion et dans la prise en charge de la décentralisation même et à travers le numérique. Et nous croyons fortement que le numérique est un véritable facteur de levier de développement. Donc, 5 composantes, en fait, ont été plus ou moins stabilisées. Si vous regardez même l'objectif, vous allez vous rendre compte effectivement que c'est assez ambitieux. Donc, déjà, il y a 599 collectivités territoriales c'est comme un peu le nom du panel. Et chaque localité avec ses spécificités. Donc, il s'agit effectivement de mettre en place des actions cohérentes qui permettra de renforcer la politique de décentralisation au niveau des territoires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 composantes. La première consiste à l'élaboration de schémas directeurs informatiques des territoires. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, le vrai problème au niveau des territoires, sur le plan numérique, c'est l'aspect politique. Ça veut dire que le fait de donner les techniques, c'est-à-dire les ordinateurs, les équipements comme ça ne suffit pas. Ce n'est pas vraiment ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la culture numérique, c'est leur mentalité. Donc, comment justement, à partir de ces schémas directeurs, qui est un document de planification, qui permettra de déjà identifier les différentes problématiques qu'on retrouve au niveau des territoires. Donc, ces problématiques-là, c'est comment la politique informatique est prise en charge au niveau de ces collectivités et quels sont les problèmes qui sont identifiés et comment nous pourrions
régler ces problématiques-là à partir d'un portefeuille de projets et de programmes. Donc, un schéma directeur de 5 ans, ou 3 à 5 ans, qui pourra être spécifié pour chaque collectivité territoriale. On peut dire même que cette composante-là, c'est vraiment le projet même de e-territoire, parce que c'est à partir de cela qu'on peut véritablement régler les problèmes au niveau de ces localités. La deuxième composante qui concerne les équipements. Donc, on va un peu revenir comme ce qu'on avait fait auparavant. Donc, tout ce qui concerne les équipements en collectivité, au matériel informatique, mais cette fois-ci, on ne va pas le faire d'une manière comme avant, c'est-à-dire doter les équipements et c'est fini. Il y aura un dispositif plus ou moins sophistiqué qui permettra de le tracer, d'avoir une sorte de... Par exemple, chaque 2 ans, nous devrions renouveler le parc, qu'il y ait une sorte de support derrière pour chaque collectivité, permettant une gestion optimale de ces équipements informatiques. Et nous avons pensé aussi au niveau de cette deuxième composante, la mise en place d'un centre de données. Un centre de données spécifiquement pour les collectivités territoriales. Donc un data center des territoires, par exemple. Et ce data center va permettre de centraliser l'ensemble des solutions, de les sécuriser et de mettre à la disposition à qui de droit au niveau des différents acteurs qui sont les collectivités territoriales. Nous sommes un peu en pourparlers avec l'Agence de l'informatique de l'État qui sont en train de terminer leur data center, comme l'a dit le chef de l'État tout à l'heure. Et nous pourrions, pourquoi pas, réserver un espace spécifiquement pour les collectivités territoriales, et puis les dénommés data centers des territoires. C'est extrêmement important, parce que la souveraineté numérique, nous le prenons bien en charge au niveau de ce projet-là. La troisième composante, qui concerne les solutions digitales des territoires. Alors, il s'agit de mettre en place, de déployer des solutions adéquates et adaptées pour les collectivités territoriales. Alors, récemment, l'organigramme type, le décret sur l'organigramme type des collectivités, des collectivités territoriales a été voté. Ça montre en fait que l'État du Sénégal a bien compris en fait l'enjeu du numérique. Je pense que le chef de l'État, le discours qu'il a fait tout à l'heure, ça montre vraiment l'ambition du gouvernement à bien développer le numérique jusqu'au niveau des collectivités. Pourquoi? Chaque collectivité est appelée, à partir de cet organigramme type, d'avoir soit un bureau ou cellule informatique. Donc, c'est sur les 599. Et donc, c'est à partir justement de ces cellules au bureau informatique que nous pourrions mieux déployer la politique, mieux déployer les solutions numériques au niveau des... Donc, il s'agit, à partir de cet organigramme type, parce qu'il y a d'autres métiers qui doivent être mis en place. Et chaque métier, il s'agit de mettre à leur disposition les solutions nécessaires leur permettant de faire les tâches, d'être efficaces et efficients. Donc ça, c'est vraiment la troisième composante. Quatrième composante, c'est tout ce qui concerne les systèmes de management de la qualité, ainsi que la formation ouverte à distance. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux objectifs de ce projet e-territoire. Renforcer la gouvernance, renforcer le management au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Donc, il y a deux aspects extrêmement importants. La gouvernance qui est plus ou moins prise en charge au niveau du schéma directeur informatique. Le management qui est pris en charge par rapport à cette composante, la quatrième composante que je viens d'énoncer. Donc, le système de management de la qualité, il s'agit des renforcements de capacité, effectivement, à travers des normes, donc ISO 9001, ISO 27001. Rappelez-vous que le gouvernement du Sénégal a voté récemment la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal. Et d'ailleurs, même dans ce document, il est appelé à chaque structure d'avoir un responsable de sécurité des systèmes d'information. Donc, cette composante-là permettra d'avoir une culture des normes au niveau de ces collectivités territoriales. L'autre aspect, c'est la formation ouverte à distance, que je préfère appeler Université de la décentralisation. Alors, ce sera une sorte de... C'est le label que je propose au niveau de ce projet e-territoire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose qui existe au niveau d'une autre structure, à savoir le cercle des communicants de la décentralisation. Donc, il s'agit d'utiliser ce cadre, de mettre en place des dispositifs numériques de renforcement de capacité avec des contenus disponibles en ligne, que ce soit sous forme texte, sous forme vidéo, sous forme des présentiels, etc. Donc, à partir de ce label Université de la décentralisation, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très important. D'autant plus que le panel, tout à l'heure, à travers la stratégie Sénégal numérique 2025,
ils ont énoncé les différentes prérequis et les axes. Il y a le prérequis capital humain, et effectivement, l'être humain est vraiment au centre de chaque action qui doit être effectuée dans chaque projet. Et effectivement, dans ce e-territoire, l'aspect université de la décentralisation prend en charge cette question-là. Dans des renforcements de capacité en permanence, c'est-à-dire que vraiment, notre ambition, c'est de faire en sorte que les contenus soient toujours disponibles en ligne, un peu comme ce qu'on retrouve dans les MOOC, etc. Donc ça, c'est vraiment la quatrième composante. Cinquième composante, c'est tout ce qui concerne le marketing territorial digital. Le marketing territorial digital, donc vendre le territoire à travers le numérique. Je pense qu'avec le ministère du Tourisme, d'ailleurs même le chef de l'État a donné cette instruction-là. Donc il s'agit vraiment à travers les réseaux sociaux, à travers des portails web, à travers Wikipédia, OpenStreetMap, etc. Donc de faire en sorte de mettre en place des contenants et des contenus de qualité et de vendre ces territoires-là à travers le numérique. Donc on a appelé marketing territorial digital. Il y a un autre aspect par rapport à cette cinquième composante, c'est les Living Labs. Ça, c'est une idée de fonds de développement des services universels des télécommunications. Donc, le Living Labs, qui est un cadre de partenariat public, privé, citoyen. Donc, c'est vraiment parce que la population, malheureusement, qu'on néglige un peu, mais sont eux qui sont les véritables acteurs dans tous les projets. En tout cas, dans ce projet et territoire, ils seront pleinement impliqués dans la réflexion et dans véritablement le déroulement. Donc, les Living Labs, en rapport avec le Fonds de développement des services universels de télécommunications, qui sont des normes qui existent un peu, surtout en Europe, en Suède, au Canada, ça existe un peu. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est ça qui permettra de faire en sorte que la population lambda, un citoyen lambda, soit bien impliqué dans ce processus-là. Donc, c'est ça qui a été plus ou moins stabilisé sous forme de composantes au niveau du projet numérique e-territoire. Alors, je dois rappeler effectivement que le projet e-territoire, bien sûr, ça rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Léguéel Luc. Donc, c'est un projet qui est vraiment adapté. C'est la vision du chef de l'État qui est matérialisée au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Parce qu'au niveau de l'initiative 535, donc 5 initiatives, 3 programmes phares et 5 accès universels, l'inclusion numérique qui est bien prise en charge. Donc c'est ça que nous voudrions, à travers ces territoires-là, matérialiser au niveau des territoires. C'est pourquoi il est important que ce projet-là soit en rapport avec les missions même de l'Agence de développement local, qui consiste à renforcer, mettre en cohérence les actions, parce qu'il y a plusieurs interventions qui sont effectuées au niveau des territoires. Notre ambition consiste à faire en sorte que e-territoire soit le projet de référence numérique au niveau des collectivités, territoriales. Donc, ça rentre aussi au niveau du ministère des collectivités territoriales, donc, parce que il y a 3 programmes qui sont structurés au niveau de ce ministère. Et parmi les programmes, nous avons le programme gouvernance territoriale, plus précisément le système intégré d'information territoriale. Donc ça, c'est surtout piloté par la direction des collectivités territoriales, du ministère en charge des collectivités territoriales. Alors, je pense que je peux aller vers les perspectives ou bien peut-être résumer les structures qu'on a rencontrées à travers ce projet-là. Donc, il y a bien sûr l'ensemble des structures du ministère des collectivités territoriales qui seront bien impliquées dans ce processus. Je vais citer l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Je dois rappeler que le chef de l'État a validé récemment le plan national d'aménagement et de développement territorial. C'est plus précisément le 24 janvier. Et c'est même suite à cette validation-là, le 29 janvier 2020, en Conseil des ministres, que le chef de l'État a évoqué, a insisté sur cet aspect de l'aménagement numérique des territoires, comme il l'a fait aujourd'hui même. Et chaque projet doit être plus ou moins intégré au niveau de ce plan national d'aménagement et de développement territorial.
Parmi les outils même de ce PNADT, nous avons l'Observatoire national des territoires, qui est piloté par l'ANAT. Donc, chaque structure qui génère des informations doit remonter les indicateurs qui seront centralisés au niveau de ce ONT-là. Il y a aussi le Programme national de développement local qui est en train de faire le PACASEN rural, la direction des collectivités territoriales à travers la fonction publique locale, donc qui une véritable innovation. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que les ressources humaines sont plus ou moins pas très stables au niveau de ces localités. La fonction publique permettra de garantir cette stabilité au niveau de ces collectivités territoriales. On parle de 599 collectivités territoriales. Il est clair qu'il faudra trouver des solutions numériques nécessaires permettant de prendre en charge cette question-là. Une sorte de système d'information sur les ressources nationales, un système d'information national sur les ressources humaines permettant de prendre en charge. On est en pourparlers avec l'Agence de l'informatique de l'État pour cela. Nous avons aussi la direction de l'État civil, donc qui a déjà démarré, qui sont sur le point de démarrer le programme de numérisation de l'État civil. Je pense que le président de Optic a fait effectivement une plaidoyer tout à l'heure, il va y revenir. Donc, qui est un projet important de souveraineté que nous comptons prendre en charge à travers effectivement ce projet-là. Le Fonds de développement des services universels des télécommunications, donc là je vais aller au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, le FDSUD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons travailler dans le domaine de Living Labs, mais aussi la mise en place des systèmes d'information géographique sur chaque collectivité et remonter les informations utiles pour les opérateurs. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de générer des revenus. Et nous comptons effectivement travailler avec le FDSUD dans ce domaine-là. Nous avons aussi rencontré la délégation de l'entrepreneuriat rapide qui travaille avec Optic dans l'initiative de DigiPME. Il s'agit de voir comment nous pourrions avoir quelque chose de similaire en l'appelant DigiTerritoire, en appliquant davantage les collectivités territoriales. Nous avons aussi rencontré Smart Africa de Rwanda, comment nous pourrions générer quelque chose de similaire à travers e-territoire. Le PNUD qui nous accompagne aussi dans la concrétisation, en tout cas dans l'élaboration de l'étude de formulation du projet. NIC Sénégal. Alors, NIC Sénégal, ils font partie de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop. NIC Sénégal sont eux qui gèrent les noms de domaine. Les noms de domaine, donc tous les points SN que vous voyez au Sénégal, c'est géré à travers cette structure-là. Donc, on s'est rapproché de NIC Sénégal pour demander si nous pourrions avoir des noms de domaine vraiment attractifs pour les collectivités. Donc, au lieu qu'on ait, par exemple, ville de Dakar.sn, qu'on ait carrément Dakar.sn, Kumpentum.sn, Linger.sn, etc., etc. Bon, malheureusement, ce n'est pas possible parce que ce sont des noms de domaine réservés. Donc, ce n'est pas possible de l'avoir, mais nous pensons que les collectivités, ces noms de domaine-là appartiennent à ces collectivités. En France, par exemple, c'est protégé même par des décrets. C'est un décret qui dit, OK, ces noms de domaine-là appartiennent à ces collectivités territoriales. Je pense que le Conseil national du numérique peut intégrer dans ce domaine-là pour véritablement nous appuyer à des décrets ou bien des lois qui permettent de protéger et de garantir ces noms de domaine pour les collectivités territoriales, qui permettra de renforcer la souveraineté numérique et aussi l'identité numérique des collectivités territoriales, parce que les noms de domaine, c'est plus ou moins des états civils. C'est plus ou moins des états civils, mais numériques, qui permettent d'identifier ces collectivités territoriales. Donc, une importante structure qu'on a rencontrée et voir comment nous pourrions dérouler à travers les territoires. Nous avons rencontré aussi l'Optic, qui est présent au niveau du panel. Donc, le chef de l'État a dit qu'il faut vendre. Donc, je pense que là, ça va changer un peu ce qu'on avait stabilisé. Donc, on va acheter, espérant que les moyens vont suivre. Nous avons aussi rencontré l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Je pense que tout à l'heure, M. Christophe Yvetot, nous saluons vraiment sa présence.
va faire vraiment une présentation sur l'industrie et le numérique, qui est peu méconnu malheureusement de l'écosystème numérique du Sénégal et qui doit être bien pris en charge parce que la création de l'emploi, la création des richesses, ça passe beaucoup bien quand même à travers ce secteur du numérique, de l'industrie, du numérique en général. On a rencontré aussi l'UNICEF qui a mis en place aussi un rapport sur les enfants dans un monde numérique. Donc, chaque acteur, en fait, est concerné en fait, par rapport au numérique. C'est pourquoi nous croyons effectivement que d'ici 2025, atteindre les 10% de participation du PIB, je pense que c'est possible. Et si 599 collectivités territoriales participent justement, en tout cas, prennent en charge cette question du numérique au niveau de leur politique, à mon humble avis, on peut dépasser largement ces 10%-là. Bon, enfin, c'est notre ambition en tout cas. Voilà, donc maintenant en perspective, au niveau de l'agence de développement local, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je l'ai présenté de manière brève, l'émission de l'ADL, parmi les missions, nous avons la mise en place de bases de données sur les collectivités territoriales, donc qui permettra de faciliter la planification, de centraliser, de faire en sorte que le système d'information soit fiable, en fait. En fait, ceci démontre que l'ADL est une structure, le numérique est intégré dans l'ADN de l'Agence de développement local. C'est pourquoi nous avons beaucoup intervenu dans le domaine numérique. Je pourrais citer, par exemple, nous avons travaillé avec le service de la formation. Alors, le service de la formation du ministère des collectivités territoriales, c'est avec eux que nous voudrions faire le label l'Université de la décentralisation, dans tout ce qui concerne le renforcement de capacités, avec le Covid qui est devenu presque une opportunité. Parce que c'est à partir de ce Covid-là qui les a forcés à entrer dans ce domaine du numérique. Et je pense pour la première fois, le service de la formation a donné des formations, excusez-moi pour la répétition, à une dizaine de collectivités territoriales sur le budget participatif, sans véritablement se déplacer, parce qu'on avait une habitude standard, c'est-à-dire une salle, les termes de référence, donner les moyens, payer le carburant, etc. Donc, avec ce Covid-là, et à travers les plateformes numériques, les formations à distance est devenue plus ou moins très facile. C'est même intégré dans leur culture. Ils peuvent à tout moment renforcer les capacités des collectivités territoriales en gain de temps, d'argent et d'efficacité. Donc, je suis en train de citer les activités numériques que nous avons fait au niveau de l'ADL. Nous sommes aussi dans pas de nouvelles technologies, mais les technologies récentes, je dirais, notamment sur l'informatique décisionnelle, qui est extrêmement important. Quand on parle de l'informatique décisionnelle, c'est par exemple les business intelligence ou bien les big data, comme là on avait cité tout à l'heure, qui permettra à travers de la création des tableaux de bord interactifs sur un ensemble d'indicateurs. Et à partir de cela, les décideurs, parce que les maires, les collectivités sont des décideurs qui doivent visualiser ces informations-là et préparer des planifications adéquates pour le futur. Nous avons déployé des solutions qui sont disponibles en ligne. Alors, nous avons appuyé aussi le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Donc, le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal qui regroupe 4 pays. Comme son nom l'indique, en fait, ce sont les collectivités territoriales qui sont limitrophes du fleuve Sénégal, donc Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal. Alors, je tiens à signaler que le représentant de l'AMS, le maire de Balou, est un membre fondateur de ce réseau, et qui est présidé en ce moment par le député maire, M. Ibrahim Babassal. On les a donné un portail web, déjà qui va couvrir l'ensemble de ces collectivités. Et on a intégré ces solutions de tableau de bord de Covid-19. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas projeter. J'allais vous montrer vraiment la situation de Covid-19 dans chaque pays,
à travers des solutions d'informatique décisionnelle. On a intégré aussi des cartographies interactives. Et ça fait encore une fois partie des activités numériques. Donc, ce n'est pas encore mis en ligne. Je pense que le lancement, ce sera pour d'ici la fin de l'année. Et en ce moment, vous pourriez effectivement consulter le site. Nous avons un peu intervenu dans la mise en place de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local à travers un site web. Donc, l'Observatoire qui est un véritable outil de prise de décision, de maîtrise de l'information territoriale, les géoportails. Nous avons aussi mis en place des outils de réseaux sociaux, donc le community management, à travers tous les réseaux sociaux. Donc, ça entre un peu dans la composante 5 de e-territoire, etc., des systèmes d'information géographique, etc., etc. Alors, ce que nous comptons faire en perspective, à travers ce projet numérique e-territoire, nous avons déjà partagé le projet au niveau du ministère en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, et avec l'ensemble des services. Vraiment, le portage politique est bien assuré à ce niveau-là. Donc ça a été fait au mois de juin. Il y a aussi l'intégration de ce projet au niveau du programme gouvernance. Mais nous comptons partager ce projet avec l'ensemble des élus. Je parle de l'Union, de l'Association des élus locaux, de l'Association des maires du Sénégal, de l'Association des départements du Sénégal. Partager ce projet-là, récupérer leur avis et observation et le prendre en charge. De toute façon, il y aura une étude de formulation. En permanence, ils vont participer à ce dispositif-là. D'autant plus qu'ils sont les principaux bénéficiaires. Des signatures de conventions avec des structures du ministère de l'économie numérique, notamment le FD Sud, la direction des télécommunications, etc. Donc ça, nous comptons le faire d'ici la fin de l'année. Un arrêté ministériel qui permettra de mettre en place un comité du pilotage du e-territoire. Une étude de faisabilité que, bon, l'arrêté, nous avons déjà envoyé les éléments. L'étude de faisabilité, nous comptons le débuter d'ici l'année prochaine. Et d'ici l'année prochaine, encore une fois, nous voudrons commencer le projet pour 3 ans. Et nous allons un peu rester calés au sujet de cet événement-là, donc du Forum du numérique, qui consiste au Covid et à la relance de l'économie. Quelle est la relation, en fait, de e-territoire par rapport à la relance de l'économie? Parce que nous croyons effectivement que le numérique, vous le savez tous, ça permet de créer la richesse, ça permet de créer des opportunités, la croissance. Nous comptons bien appliquer le secteur privé dans ce dispositif-là, parce que vous voyez que c'est presque un rêve, peut-être entre guillemets, que je suis en train de donner, mais c'est avec le secteur privé que nous pourrions bien concrétiser ce projet-là. D'où vraiment la présence que nous saluons de président de l'organisation professionnelle des technologies de l'information et de la communication. Et c'est vraiment, voilà un peu de manière résumée le projet e-territoire. Et encore une fois, vraiment dommage que je n'ai pas pu projeter. Il y a vraiment des images. Les PowerPoint, c'est à partir des images que nous pourrions mieux convaincre les gens. Et vraiment, merci encore une fois pour votre aimable attention. Merci. Donc, je remercie le présentateur. Apparemment, on va faire une économie. On est au niveau du ministère de l'économie numérique. Je suis en même temps modérateur et panéliste en même temps. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Donc, je pense que nous allons passer la parole à chaque panéliste pour vraiment partager leur expérience dans le domaine du numérique au niveau des collectivités territoriales. Ils peuvent aussi donner leur avis au niveau par rapport au projet e-territoire, les perspectives. Et parce que nous pensons que les collectivités sont, bon, c'est dans tous les secteurs, hein, sont un peu mises à l'écart. Et l'ADEL, c'est ça son rôle. L'ADEL, c'est vraiment l'avocat de ces collectivités. Nous voudrons vraiment bien les mettre en avant. Et je pense que d'ici quelques années, on va se rendre compte qu'on devrait faire ce travail-là depuis pas mal de temps. Bon, je vais passer la parole à M. Blaise. Voilà. Merci.
Mais merci Makital pour la présentation. Et permettez-moi de saluer effectivement ceux qui nous suivent dans l'assistance ainsi que ceux qui sont en ligne. Bon, je vais commencer par vous féliciter pour la présentation qui est assez claire. Et ce que je peux dire, c'est que ça contribue vraiment à la politique générale de l'État, à savoir la territorialisation des politiques publiques. On peut le mettre dans ce sens. Nous sommes à l'ère du numérique et, comme vous l'avez dit, l'usage du numérique doit d'abord profiter aux citoyens, doit profiter à l'environnement dans lequel effectivement nous vivons. Et dans ce sens, je crois que la présentation a pu mettre le doigt sur cela. Comme le temps nous est effectivement assez compté, je vais aller sur 2 ou 3 aspects en essayant de faire le lien entre ce projet, le e-territoire, et les missions qui sont dévolues au Fonds de développement du service universel de télécommunications. Commençons par faire une première remarque. Je crois que quand on parle effectivement de la modernisation des 599 collectivités territoriales à travers le numérique, et parmi les 7 objectifs spécifiques que vous avez déterminés effectivement dans un peu les TDR effectivement de ça, vous avez identifié effectivement la mise à disposition d'infrastructures et d'outils numériques qui vont permettre aux collectivités, aux différents métiers, d'effectuer des tâches nécessaires à la bonne gestion de leur territoire. Comment faire le lien entre cette mission spécifique identifiée et les missions du service universel de télécommunications? Tout à l'heure, dans le panel précédent, on a parlé effectivement de l'accès partout et pour tous les usages sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'au niveau du Fonds de développement des services universels de télécommunications, nous avons globalement 2 grands axes. Le premier, c'est l'accès ou ce qu'on appelle effectivement la desserte. Et le deuxième, c'est généralement ce qu'on appelle le service universel. Donc c'est pour cela, même si vous regardez notre décret, on parle du décret de accès/service universel des télécommunications. Au niveau effectivement du premier axe, à savoir l'accès, le territoire ou l'environnement dans lequel effectivement les zones qui nous intéressent, c'est généralement les zones peu, j'aime pas trop parler de notion de zone blanche, mais les zones peu ou pas du tout desservies. Et je crois qu'aujourd'hui, à ce jour, quand on parle des territoires, il y a une bonne partie des territoires du Sénégal qui sont peu ou pas desservis. Ça montre effectivement le lien qu'on peut faire entre le e-territoire effectivement et les projets d'accès à ce niveau. Relativement au service en tant que tel, je crois que globalement, quand on visite le décret du 593-2019, on voit effectivement que font partie également du service universel, un ensemble de mesures, telles que des mesures qui vont permettre effectivement de la mise en place d'accès haut débit dans les écoles, dans les lieux publics, au niveau effectivement des espaces, etc. Cela est extrêmement important à préciser aujourd'hui, parce que quand on regarde l'acte 3 de la décentralisation, il y a un ensemble effectivement de compétences qui ont été transférées aux collectivités territoriales. Et je veux en citer effectivement que quelques-uns sur lesquels, pour ne pas abuser de la parole, de quelques-uns qui peuvent intéresser effectivement les services universels à ce niveau-là. Je vais prendre effectivement, par exemple, l'environnement, et la gestion des ressources naturelles. Ça, ce sont effectivement des compétences qui ont été transférées au niveau effectivement que ce soit départemental ou communal. On peut voir effectivement la prise de mesures, la dématérialisation effectivement d'autorisation, d'homologation de chasse, les autorisations à déchiffrer, la procédure de délivrance effectivement des occupations de sol. Je crois qu'en étroite collaboration avec l'agent de l'informatique de l'État, vous pouvez arriver effectivement à faire quelque chose, mais aussi avec le soutien effectivement du Fonds de développement des services universels. On peut parler effectivement de l'usage de nouvelles technologies, telles que l'usage de l'Internet des objets,
relativement à la surveillance des zones protégées, puisque les zones protégées ont été effectivement transférées au niveau de soit du département, soit de la commune. La gestion et la qualité des eaux souterraines, hein, l'usage des nouvelles technologies, la gestion des déchets, la lutte effectivement contre l'insalubrité, sont effectivement des éléments extrêmement importants qui vont permettre à ce que quand on parle de e-territoire, qu'on utilise les nouvelles technologies pour avoir effectivement des territoires bien gérés. Côté jeunesse et sport, on parle d'infrastructure. Quand on parle aussi de culture, c'est extrêmement important parce que la grande diversification qu'il y a entre nos communautés, nos territoires, c'est la diversification qu'il y a, la diversité qu'il y a au niveau de la culture. Vous avez parlé tout à l'heure de Point SM, la création de sites web pour la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques. Ce sont des éléments qui peuvent être extrêmement importants dans ce projet. Et enfin, effectivement, quelque chose qui est là. Nous sommes quand même une civilisation qui est millénairement très orale. Donc, la numérisation quasiment des traditions orales, des contes, etc., il y a des initiatives qui existent. Mais quand c'est pris au niveau du territoire, je crois qu'on pourrait arriver à des résultats beaucoup plus probants, à ce que l'on descende le plus proche possible au niveau effectivement des populations. Globalement, le temps nous est compté, je ne vais pas trop y abuser, mais je pense que ça sont un ensemble d'éléments qui peuvent effectivement concourir à mieux concrétiser le projet e-territoire et à être beaucoup plus proche des populations. Je vous remercie. Alors, merci Monsieur Blaise Diagne du Fonds de développement des services universels et télécommunications. Alors, je tiens à rappeler que ce forum-là a été plus ou moins financé par cette importante structure. Et vraiment, nous saluons votre présence au niveau de ce panel e-territoire. Nous comptons beaucoup sur le FDSUD pour véritablement concrétiser les différentes actions. Votre intervention a été vraiment très riche. Vous avez en fait pointé le doigt sur les missions même des collectivités territoriales, c'est-à-dire la décentralisation. Comme vous avez bien dit, la décentralisation, ce sont 9 domaines de compétences transférés par l'État au niveau de ces collectivités territoriales. Tout à l'heure, j'ai dit que parmi les missions de l'ADEL, il y a le suivi et évaluation des fonds. Donc, cette décentralisation est accompagnée des moyens. Et chaque action de la décentralisation doit être prise en charge à travers le numérique. Les actions que vous avez soulignées sont, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins évoquées au niveau de la stratégie Sénégal numérique 2025. Et vous avez aussi évoqué tout ce qui concerne le réseau, les accès au niveau de ces collectivités territoriales. Donc, après avoir fait un peu le tour même de ce pays-là, on s'est rendu compte effectivement que c'est un problème qui est vraiment présent. Chaque acteur, à chaque fois, chaque collectivité, parmi les problèmes qui nous soulignent, c'est vraiment l'aspect connectivité qui est plus ou moins absent. Donc, sans la connectivité, on ne peut pas faire grand-chose. Je tiens vraiment à préciser que e-territoire, encore une fois, c'est un cadre. Il y aura des actions concrètes, mais c'est un cadre, comme j'ai dit tout à l'heure, un projet de référence numérique qui permettra de mettre en cohérence les actions. Il y a déjà des acteurs qui sont en train d'intervenir au niveau des territoires. Il s'agit de ne pas faire la même chose, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi FDSUD, on a vu vraiment les actions que vous êtes en train de faire et encore une fois, merci pour votre intervention. Monsieur Christophe Yvetot, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci, bon après-midi à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir associés à cet important événement. Je voudrais aussi saluer tous les panélistes ici présents, le public dans la salle, mais aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc, on les remercie beaucoup pour leur attention. Je voudrais d'abord féliciter vraiment tout le travail qui a été fait pour le projet e-territoire. Vraiment, il s'agit d'un cadre vraiment holistique qui vraiment comprend pratiquement tout ce qui est nécessaire pour assurer la numérisation des territoires. Donc, c'est vraiment très important. Pour nous, on y attache beaucoup d'importance, en tout cas parce que
nous pensons vraiment qu'il y a ce que j'appellerais un triangle magique entre industrialisation, numérisation et territorialisation. Et que si on arrive à faire bien marcher ce triangle magique, je dirais, ça peut vraiment aider et soutenir la mise en œuvre de la stratégie numérique 2025. Donc, je trouve que ce que vous avez présenté est vraiment très pertinent. Nous, au niveau de l'ONUDI, en tant qu'agence des Nations Unies qui travaille dans le développement industriel avec 170 pays, nous sommes évidemment très concernés par tout ce qui est la digitalisation, mais ce qu'on appelle aussi la 4e révolution industrielle. Donc, c'est toute l'émergence de toutes ces technologies qui ont un impact considérable sur tous les systèmes de production et les économies. Et pour cela, nous avons attiré depuis plusieurs années l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies sur le fait que les pays, il faut mettre ça dans le débat au niveau mondial pour s'assurer que des pays ne restent pas vraiment écartés de cette transition qui a lieu au niveau mondial. Et pour cela, nous avons commencé à organiser ce qu'on appelle le sommet mondial de l'industrialisation et, du secteur manufacturier, qui permet tous les 2 ans d'inviter tous les pays du monde et de discuter de ces questions. Et donc, c'est vraiment important. Pour notre coopération avec le Sénégal, elle est organisée autour de ce qu'on appelle le programme de partenariat pays, qui est en fait un programme qui a pour objectif d'accompagner le volet industriel du plan Sénégal émergent. Et ça concerne la politique industrielle, la mise en place de zones économiques spéciales, l'établissement de parcs industriels, d'agropoles et d'un hub minier régional, et aussi de tout ce qui est coopération technique pour le transfert de savoir-faire et de technologies industrielles pour les entreprises sénégalaises, mais aussi toutes les institutions qui peuvent en bénéficier. Et, étant donné que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment le numérique et sa contribution à la bonne gestion de la pandémie et aussi de la reprise économique, je voudrais tout d'abord noter que le plan de relance, c'est un peu cap sur l'industrialisation, puisqu'il s'agit en fait d'un développement endogène appuyé sur un secteur productif propice et plus compétitif et soutenu par un secteur privé national fort. Donc ça, c'est de l'industrialisation. Et d'ailleurs, le premier défi qui est identifié, c'est de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur à travers une industrialisation inclusive et durable. Donc ça, ce sont les textes tels qu'ils ont été présentés lors du Conseil présidentiel. Il est clair que l'intérêt, c'est aussi que tous les thèmes, en tout cas tous les grands projets qui sont partis du programme de partenariat pays Sénégal-ONUDI sont repris dans le PAP 2A, donc le plan d'action prioritaire 2 ajusté et accéléré, puisque ça reprend évidemment les agropoles notamment, mais aussi les parcs industriels, les zones économiques spéciales, mais aussi la digitalisation. Donc tout ça forme un tout, je crois, qu'il faut vraiment articuler de façon efficace. Alors, je vais pas revenir de quoi on parle quand on parle des technologies qui sont utilisées. Elles ont un impact vraiment très fort sur le secteur industriel. Nous, on les appelle les technologies de production numérique avancée, PNA. Et donc, elles ont été un peu rappelées. Il y a tout ce qui est évidemment l'Internet des objets, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, aussi le cloud computing, tout un ensemble de technologies qui permettent 2 choses. 1, d'améliorer l'efficacité de la production, puisque aujourd'hui, avec des systèmes de capteurs, on peut mieux organiser la production, éviter aussi les gaspillages, améliorer les systèmes productifs, les relations clients et industrie, en amont, en aval. Comme on est pressé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, on peut avoir une industrie plus compétitive. Et pourquoi est-ce que c'est important? Si on ne veut pas être en dehors du marché, il vaut mieux plutôt adopter toutes ces technologies pour rester sur le marché et gagner des parts de marché.
Ensuite, ça permet aussi de mettre en place des nouveaux produits et des nouveaux services, qu'il s'agisse de services sociaux, de services économiques, environnementaux. On a eu aujourd'hui un exemple, je dirais, vraiment très diversifié de personnes qui ont été vraiment récompensées et qui, justement, ont proposé des startups qui travaillent dans ces domaines socio-économiques et environnementaux. Et donc, c'est la démonstration qu'en fait, on peut agir sur ce triptyque. Alors, pour aller vite, je voudrais rappeler que nous avons produit un rapport sur le développement industriel 2020 qui s'intitule « L'industrialisation à l'ère numérique ». Donc, il me semble que c'est tout à fait bienvenu dans le cadre du plan de relance. En effet, dans ce rapport, on note plusieurs choses. Un, il y a plusieurs catégories de pays. On voit qu'il y a à peu près une quarantaine, cinquantaine de pays qu'on appelle les pays pionniers qui produisent les technologies et qui les utilisent pleinement. Et eux, évidemment, ils sont en avance et peuvent vendre ensuite leurs produits, leurs technologies et s'enrichir. Ensuite, il y a les suiveurs, ceux qui arrivent quand même un peu aussi à suivre, à produire et à utiliser. Et ensuite, vous avez les retardataires, à peu près 29, et ceux qui sont à la traîne, il y en a à peu près 88. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour que les retardataires et ceux qui sont à la traîne puissent rattraper les autres. Comment faire ce saut technologique pour rattraper les autres? Et ce dont on s'aperçoit dans ce rapport, c'est qu'en fait, les pays qui ont déjà un tissu industriel ou une expérience industrielle vont beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des entreprises industrielles, les entreprises industrielles, en fait, sont habituées à absorber de la technologie. Et donc, si vous avez un tissu industriel assez dense, vous allez avoir une absorption de cette technologie beaucoup plus rapide qui ensuite se diffuse dans le reste de la société. Donc, en fait, l'avoir un secteur productif fort, ce qui est un peu l'objectif du plan de relance, c'est un accélérateur, en fait, de numérisation. Et donc, ça, c'est vraiment important à noter. Ensuite, dans je dirais, les propositions qui sont faites et les recommandations, c'est d'abord d'adopter des stratégies politiques, de mettre en place des investissements et des outils. Mais je pense que là, le Sénégal est très bien équipé. Ce matin, je pense que c'était assez impressionnant de noter, évidemment, la stratégie numérique 2025, mais aussi des gros investissements comme un supercalculateur, une université virtuelle, un parc technologique dédié au numérique, des instruments financiers aussi pour accompagner les startups, une loi sur les startups. En tout cas, je ne vais pas reprendre toute la liste, mais je crois que le Sénégal a tout en main, a tous les outils pour vraiment devenir peut-être le premier pays numérique en Afrique dans quelques années. Maintenant, il faut aussi, après, une fois qu'on a mis en place ces stratégies, les outils, il faut vraiment que ça atterrisse quelque part. Et où est-ce que ça atterrit? Sur les territoires, parce que c'est dans les communes, dans les départements que tout se passe, en fait. Et donc, c'est là où c'est très important, notamment dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, qui donne un rôle de développement économique aux collectivités territoriales. Je pense que là, elle peut se saisir aussi de certains grands dossiers qui sont en cours et qui vont avoir une grande importance dans la transition industrielle du pays. Ce sont par exemple les agropoles. Les agropoles au sud, au nord, au centre et à l'ouest du pays, on parle de l'Est maintenant peut-être aussi, vont être des pôles de compétitivité régionaux en matière agro-industrielle. Et je dirais, en structurant en fait l'économie, de la production jusqu'à la transformation et au marché, va être aussi une opportunité pour les territoires de prendre leur part et de s'assurer que les entreprises de leur territoire, mais aussi les populations, les jeunes et les femmes, soient préparées à la numérisation. Parce que lorsque ces agropoles vont être en place, des entreprises vont venir, nationales ou internationales, avec de la technologie, des nouveaux instruments. Ça va être certainement aussi des hubs de numérisation. Et donc là, il y a une opportunité pour, je dirais, les collectivités territoriales de prendre vraiment en main ce rôle qu'elles ont depuis l'acte 3 de la décentralisation, ce rôle d'animateur économique. Et donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Maintenant, nous, ce que nous voyons aussi, c'est que
Nous avons vu donc qu'il y a cette stratégie donc numérique 2025 et qui évidemment inclut les entreprises. Maintenant, elle ne spécifie pas forcément le secteur industriel. Donc, nous pensons qu'il devrait y avoir un renforcement peut-être de cette articulation entre la politique, la stratégie numérique 2025 et aussi la politique industrielle qui est en cours de révision en ce moment, et que donc l'une devrait contenir la partie prioritaire industrielle, mais aussi la politique industrielle doit aussi contenir beaucoup de choses qui sont en rapport avec la numérisation. Et donc tout ça, ça doit bien s'articuler. Pour cela, nous allons aussi créer avec le ministère du Développement industriel un observatoire de l'industrie qui permettra aussi par une plateforme au territoire de pouvoir aussi avoir de la visibilité, avoir aussi beaucoup d'informations sur leur secteur industriel dans leur territoire. Et donc ça, c'est vraiment important. Et pour finir, voilà, nous pensons que ce projet e-territoire, c'est une bonne opportunité pour repositionner. C'est ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Et donc, il y a celle aussi d'industrialisation, en fait, de décentraliser la politique d'industrialisation au niveau des territoires, afin que les territoires puissent de façon stratégique soutenir leurs entreprises, soutenir les jeunes et les femmes pour qu'ils prennent part à cette révolution numérique. Je vous remercie. Alors, merci, Monsieur Christophe Yvetot. Très belle intervention. Donc, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous saluons encore une fois, Monsieur Yvetot, votre présence au niveau de ce panel, qui est, l'on nous dit, un acteur majeur pour la relance de l'économie du Sénégal. Il l'a évoqué tout à l'heure à travers les agropoles, donc l'agropole sud qui sont déjà en train de commencer. Et effectivement, c'est l'industrie qui permet, en tout cas qui doit être bien renforcée pour concrétiser la relance de l'économie du Sénégal. Le rapport, je pense que c'est disponible en ligne. Le rapport, vous pourriez effectivement le télécharger en ligne. Et nous comptons en fait mettre en avant cet aspect d'industrie au niveau de ce projet e-territoire par rapport à la 4e révolution industrielle. Je pense que c'est pris en charge au niveau de la stratégie Sénégal numérique 2025. Je pense que c'est au niveau de l'axe 4 ou l'axe 3 de cette stratégie. Et nous allons prendre en charge cette question-là. Je vous remercie. Monsieur le maire de Balou, le représentant de l'Association des maires du Sénégal. Merci beaucoup. D'abord pour vous remercier d'avoir associé les élus locaux dans ce débat ou sur cet atelier extrêmement important. Remercier d'abord le président de l'Association des maires du Sénégal, M. Aliou Sall, qui a bien voulu me désigner comme représentant de l'AMS sur cet atelier. Je viens de Paris hier pour pouvoir donc honorer cette présence. Et ce qui est important aujourd'hui, il faut, à l'égard des 599 élus, y compris aussi les présidents de conseil départemental, dire que tout ce qui est en train d'être pensé, réfléchi, sera au finish entre les mains des élus locaux pour l'application de tout ce système. Qu'on dise aujourd'hui, je parle
À Paris, hier, on parlait de ce qu'on appelle un cercle concentrique des technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que ce faisceau de TIC, que les gens parlent de cybercriminalité, que les autres parlent de vidéoconférences, etc. Ce qui est important aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales du Sénégal, nous avons un challenge et il faut remercier d'abord notre ministère de tutelle, qui est la gouvernance territoriale et du développement de l'aménagement du territoire, aussi l'ADL, qui est un bras, je dirais, technique, dont nous avons toujours travaillé avec l'ADL. Et aujourd'hui, nous, les élus locaux, lorsque ici même, à cette place, le président de la République avait lancé le PACASEN pour plus de 20 collectivités territoriales, chefs-lieux de départements et de régions, a pensé, lors du 10 octobre 2019, convoquer l'ensemble des maires pour dire que nous allons élargir le PACASEN au niveau rural. Et c'est ce qu'on appelle donc le PACASEN rural. Et cette année 2020, il y a eu donc cette rencontre et nous avons beaucoup d'espoir que le Sénégal aujourd'hui, qu'on parle de PACASEN ou qu'on parle de PACASEN rural, l'espoir aujourd'hui est permis. L'espoir aujourd'hui est permis pour que nous puissions vraiment décoller de ce système. Maintenant, les territoires, c'est quoi? Nous, au niveau des collectivités territoriales, nous sommes, on peut dire que la plupart des territoires sont démunis en matière de TIC, donc de télécommunications, d'informatique, etc., etc. Nous avons un challenge parce que très peu de localités sont informatisées aujourd'hui. Nous avons de véritables problèmes au niveau de l'état civil, par exemple, quand on prend. Et c'est un problème même de l'État. La plupart des communes, lorsqu'ils rédigent, par exemple, un extrait de naissance, il n'y a pas d'unicité entre la commune et la DAF, c'est-à-dire la direction centrale pour émettre des cartes nationales d'identité ou des passeports, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'ayant pas de lien, n'ayant pas de matériel, quelqu'un qui peut même, et ça c'est un véritable problème, faire un extrait de naissance avec un tampon qui n'a pas de valeur et que la DAF n'est pas en mesure de contrôler. On avait fait ce séminaire à Hambourg, en mesure de contrôler, peut effectivement délivrer une carte nationale d'identité, voire même un passeport, alors que dans les registres de l'état civil des communes, je ne parle même pas d'une commune, des communes, il n'existe pas cet extrait dans ces registres. Je sais qu'au ministère, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais la plupart aujourd'hui restent encore dans cet état archaïque de confection d'extraits pour pouvoir faire un certain nombre d'actions au niveau de la citoyenneté. Ça veut dire quoi? Si demain, et ça c'est le projet pilote, ça c'est le projet d'avenir, on arrive à dématérialiser, et ça c'est le mot qu'il faudrait, pour que chacune de ces 599 communes puisse être équipée en informatique, puisse gérer, qu'il y ait un contact, qu'il n'y a plus de fausses extraits de naissance et que l'écriture est immuable. Si M. Camara aujourd'hui, qui sort un extrait de naissance et que demain on ne peut plus venir faire un jugement en disant qu'il a redoublé d'école, donc il faut abaisser l'âge de l'enfant pour qu'il puisse prétendre à un examen, etc. Il faudrait que nous dépassions ce système où la personne
peut rester pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, en changeant, en modifiant le système, l'extrait, pour que nous puissions avoir vraiment un état civil qui vraiment est digne de ce que nous avons. Et pour l'apport aujourd'hui, quand on parle l'éthique, hier, en quittant la France, on prend l'exemple, la plupart des populations sont confinées aujourd'hui. La valeur ajoutée d'éthique aujourd'hui, pour pouvoir travailler en dehors de son emploi, en dehors de son employeur, chez soi, pour pouvoir le faire, la codification d'un certain nombre de dossiers, etc., fait que on peut dire que ce sont les TIC aujourd'hui qui sont en train, au niveau national ou international, de porter une valeur ajoutée au système de développement aujourd'hui dans le monde entier. Et nous, au Sénégal, il faudrait que la préoccupation de l'ensemble des élus aujourd'hui, et c'est ça que exprime le président de l'association des maires, c'est de pouvoir effectivement ce dématérialisation, équiper, et ça vous l'avez dit, hein, je vous félicite sur ce point, de pouvoir, déjà il faut en parler, et le président de la République disait aussi, en parler oui, mais concrètement, même s'il faudrait faire réfléchir à d'autres systèmes, mais mettre en place des outils qui permettent aux collectivités territoriales enfin de se développer. Et nous savons qu'au niveau de l'état civil, au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la gestion des ressources humaines, etc., on ne peut plus travailler aujourd'hui, en 2020, avec le bic et les crayons. Il faut l'informatisation des systèmes. Et c'est ça que nous pouvons apporter, au moins même au niveau des perspectives, être en relation justement avec nos ministères de tutelle, disons, le privé, s'il le faut, parce que vous allez être en relation directe avec nos ministères. Le chef de l'État en a parlé ce matin. Et la préoccupation aujourd'hui de tous les élus locaux aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'il puisse y avoir un outil véritable de développement. Et je disais tout à l'heure à un de mes collègues que c'est aujourd'hui la date qui est aggravée dans vos systèmes de réflexion, parce que organiser un système pour les territoires, ça tombe extrêmement à pic avec cet état de coronavirus, de cet état de Covid-19, cette pandémie. Beaucoup de choses peuvent être réalisées à travers le numérique, et c'est ça aussi l'objectif qu'il faudrait faire. Nous devons être technologiquement, les communes, être autonomes. Autonomes avec tous les systèmes d'informatique, les serveurs au niveau de chaque département, au niveau de chaque région, au niveau même national, comme le pays. Le président de la République parlait d'un super calculateur. C'est vrai, mais ce genre de supercalculateur, avec sa puissance, tout le pays n'en a qu'un seul. Mais il y a des calculateurs moyens, scientifiquement, technologiquement, qu'on pourrait équiper au niveau régional, départemental, et enfin au niveau des serveurs, au niveau communal, pour que l'ensemble du pays puisse être câblé. C'est ça aussi le développement. Et à partir de cela, nous ne pouvons que féliciter et dire qu'il y a aussi des perspectives. Ces perspectives, c'est justement cela. Aujourd'hui, chacun, comme je viens de dire, le cercle concentrique des technologies de l'information et de la communication font qu'aujourd'hui, il y a d'un côté les structures comme l'ADER, le PNDEL,
l'ANAT, etc. Chacun, dans sa partition, est en train de réfléchir pour pouvoir faire en sorte que le service, que le domaine soit le plus technologiquement parlant, être en évolution. Mais le chef d'orchestre de l'ensemble de ces structures de développement, l'ensemble de ces structures de communication, l'ensemble de ces structures de télécommunication, etc., n'ont l'effet que les élus locaux, c'est nous, élus locaux, qui appliquons tous ces systèmes de développement. C'est pour cela que le chef de l'État a eu cette vision pour le PACASEN rural que je souhaite ne pas s'arrêter qu'aux routes seulement, qu'aux écoles, mais aux équipements aussi bien des communes, des écoles. On parle aujourd'hui avec l'e-santé, l'e-éducation, etc. Il y a toute une série, tout un faisceau, tel que je le disais, d'électronique qui peut se permettre et d'informatique de pouvoir faire avancer les collectivités territoriales. Voilà un peu ce qu'on peut dire un peu. Et enfin, qui est ma vision personnelle, c'est que il faudrait, il y a des grandes écoles, hein, j'entendais ce matin, le chef de l'État en a parlé, mais des écoles d'application au niveau des systèmes de réseau. Les réseaux, les jeunes aujourd'hui, on en a primé aujourd'hui, il faudrait qu'on essaye de voir au niveau peut-être départemental, peut-être même régional si on ne peut pas, de faire en sorte que dans ce pays, au Sénégal, il puisse y avoir des informaticiens, des réseaux, incuber un certain nombre de jeunes pour qu'ils puissent développer au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental, qui est une valeur ajoutée de cela. Et je terminerai par surtout le manque de compétences, de ressources humaines au niveau des communes, au niveau des territoires. Et ça, il faudrait se donner les moyens d'une formation. Et je reviens un peu parce qu'on avait fait une rencontre avec justement la DGIT pour pouvoir dire au niveau des collectivités territoriales, le financement. Nous avons beaucoup de choses à faire hein, pour les fonds de développement, les fonds de concours, les fonds de dotation, comment gérer ça avec un logiciel spécial, le foncier, où il y a beaucoup de problèmes, l'harmonisation, le cadastre, etc., etc. Donc cela, je ne sais même pas si cet atelier-là est tellement important que vous ne pouvez pas réunir l'ensemble des acteurs justement pour pouvoir réfléchir et inciter l'État à trouver, je dirais, des centres de formation, à trouver des moyens d'équipement au niveau des collectivités territoriales, où vraiment, qui est pour nous le point de départ d'un véritable développement de ce pays. Si vous travaillez encore en 2020 avec le crayon, avec un registre à papier, à chaque année, moi je demande 20, 30 registres. Merci, monsieur le ministre qui nous a fourni cela, mais il faudrait qu'on nous équipe de cela. C'est ça qui est important. Et c'est compris, hein? Ce sont les moyens, et c'est ça peut-être qu'il faut s'adresser non seulement à l'État, mais à l'ensemble des composantes de ce pays, pour qu'en dehors de tout ce que nous avons connu, tout ce que nous connaissons en matière théorique, que nous arrivons en finish à la pratique, à la réalité, à l'équipement des communes pour que nous puissions vraiment se sentir à l'aise et de travailler à partir de son bureau, à partir de sa mairie, à partir, vous avez parlé au niveau des mairies pour pouvoir faire un site. Moi, j'ai essayé de faire un site à partir de Paris, mais je n'ai aucune ressource aujourd'hui. Je vais peut-être faire appel aux jeunes de Dakar, alors qu'à Bakel ou ailleurs, il y a peut-être des jeunes qui ont la possibilité d'être formés pour prévoir dans chaque commune
une équipe technique qui pourra gérer le réseau, avoir l'image de la commune. Nous sommes diversifiés. Il y a les pôles, vous venez de parler. Les pôles, on peut, par exemple, montrer au niveau touristique, au niveau minier, au niveau forestier, etc., etc. Chaque spécificité du pôle territoire qui pouvait être, comme dans les grands pays, hein, la spécificité de chacun des territoires pour cela. Et cela, il faut des moyens. Le Sénégal a des compétences, mais ils sont concentrés ici au niveau central. Ça, il faut le dire. Et, il faudrait décentraliser, dématérialiser, et je crois qu'aujourd'hui, la totalité des élus locaux de ce pays sont prêts pour pouvoir franchir le pas, quitter le crayon et le bic du registre qu'on a, du papier, etc., pour rentrer dans l'ère du numérique. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est la vision aussi du chef de l'État. Et ça, il faut le concrétiser. C'est tout ce que nous demandons et que nous allons participer à l'avenir. Nous sommes prêts au niveau de l'association des maires, mais aussi nos collègues des départements pour pouvoir gérer ensemble, pour pouvoir franchir ensemble ce pas de technologie, d'information et de communication. Voilà, je voudrais peut-être m'arrêter là pour dire que, encore une fois, vous féliciter. J'avais trouvé l'idée tellement pertinente, noble, pour que ça valait le coup de changer mon billet d'avion pour venir aujourd'hui avec la volonté de pouvoir exprimer ce besoin. Remercier encore une fois le ministre, l'ADL, le président Aliou Sall, qui a pensé à ma modeste personne. Et vraiment, je crois que ce panel-là, c'est quelque chose qui pourra peut-être, ce que je vous demande, c'est de pérenniser ce panel-là pour que nous puissions suivre cela. Mais justement, je crois que c'est vous qui mettez en exergue le PACASEN rural avec le PNDL, etc., et que nous avons beaucoup d'espoir sur cela. Merci. Honorable maire, merci beaucoup pour votre brillante intervention. Comme il a dit tout à l'heure, mille merci encore une fois. Vous êtes venu hier à 21h30, à 22h30, je pense, à Dakar. Il est venu aujourd'hui spécialement pour participer à cet atelier. C'est un honneur. Et ça montre en fait le dynamisme des élus, parce qu'ils représentent les élus, les maires, l'ensemble des maires du Sénégal. Ça montre vraiment leur engagement à apporter vraiment des solutions pour les collectivités territoriales. Ça montre effectivement leur détermination d'utiliser le numérique pour bien le prendre en charge au niveau de ces localités-là. Donc, en fait, monsieur le maire, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est plus ou moins l'ambition du projet e-territoire, faire en sorte que ce soit les collectivités mêmes qui prennent en charge cette question du numérique. Cette question du numérique pour la bonne gestion des collectivités territoriales, de leur mission, pour donner des services de qualité. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Et ça vraiment, nous comptons vraiment sur l'implication, sur l'implication vraiment massive des collectivités et des maires du Sénégal. Vous avez évoqué aussi tout à l'heure sur l'aspect de l'état civil, qui est en fait géré par la direction de l'état civil, en fait, qui malheureusement n'est pas présent, qui est à l'Assemblée nationale. Alors, récemment, ils ont organisé la deuxième réunion du comité du pilotage avec l'ensemble des acteurs. Monsieur le Président a demandé, Monsieur Antoine Gomme avait demandé justement de faire partir de ce comité-là. Et l'état civil va aussi être bien pris en charge dans ce domaine-là. Donc, merci encore une fois, Monsieur le maire, pour votre brillante intervention. Monsieur Ngom. Merci. Merci, Macky.
En tout cas, vraiment, on voudrait, au nom du secteur privé, remercier les organisateurs d'avoir, ainsi que le ministère des collectivités territoriales, donc d'avoir convié le secteur privé à cet important panel. Saluer les participants qui sont encore là, tardivement, et également ceux qui sont à distance. Je crois que, Maki, on n'a pas eu la présentation que vous aviez proposée, mais vous l'avez tellement si bien fait que finalement, notre déception a été bien plus qu'atténuée. Hein. On a, je crois, même été plus captivé, très captivé par votre présentation. Donc, félicitations encore. Je voudrais en fait dire qu'il est appréciable que l'ADL prenne en charge de façon mutualisée pour l'ensemble des collectivités territoriales cette problématique de digitalisation. Monsieur le maire l'a dit, hein, je crois qu'il y a peut-être autant de... Pour les communes, pour les collectivités qui se sont informatisées, si je peux me l'exprimer ainsi, peut-être qu'il y a autant de systèmes informatiques que de communes, disons, informatisées. Et cette informatisation-là, elle est à géométrie variable. Il y en a qui appellent informatisation le fait d'avoir des ordinateurs, de mettre peut-être du traitement de texte dessus et des tableurs pour pouvoir saisir des documents. Bon, il y en a qui vont jusqu'à avoir une application peut-être avec une base de données, etc., plus ou moins sécurisée. Et je peux vous dire qu'au niveau du secteur privé, c'est très facile de trouver une entreprise qui a déjà eu à travailler, à développer une solution pour une commune. Donc, je vais dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer, hein, et vous l'avez dit, hein, monsieur le maire, si vous prenez pour l'état civil, effectivement, vous avez dans les communes un état civil qui n'est pas sécurisé, loin de là. Et puis derrière, des documents dits sécurisés de passeport et de carte nationale d'identité qui proviennent de ces documents d'état civil non sécurisés. C'est un problème. Et c'est pour ça que le projet état civil dont Maki parlait tout à l'heure et dont j'ai parlé ce matin, c'est quelque chose de fondamental. Le secteur privé, en fait, réfléchit sur ce sujet-là depuis très, très longtemps. Je crois qu'il y a plus de 10 ans, on faisait déjà des ateliers avec la direction de l'état civil, etc., pour dire quelle est la voie qu'il fallait suivre pour arriver vraiment à un système d'état civil digitalisé et sécurisé. Donc, c'est un sujet qu'on suit depuis très longtemps. Et effectivement, j'étais très, très étonné de voir que la deuxième rencontre du comité de pilotage sur le projet de modernisation de l'état civil ait eu lieu la semaine dernière et que, en fait, ce comité de pilotage était censé valider les documents techniques du projet, sans pour autant que le secteur privé y soit. Bon, je vais y revenir, mais en tout état de cause, c'est pour dire que c'est un projet qui est déterminant pour nous. Le projet e-territoire en général et le projet état civil digitalisé en particulier. Ce programme e-territoire, vraiment, il est à saluer. Hein. Il est à saluer parce que, comme je l'ai dit, il mutualise et rationalise tout ce que l'ensemble des collectivités territoriales pourraient avoir comme projection en termes de digitalisation. Et donc, c'est en droite ligne avec la SN 2025. Hein. Il s'agit de faire un aménagement numérique inclusif des territoires
ça comprend effectivement les infrastructures. On a parlé de connectivité tout à l'heure. On a dit que les communes ont des difficultés de connexion, etc. Donc, ça couvre effectivement, quand je dis aménagement numérique inclusif des territoires, ça couvre à la fois donc ça, les infrastructures pour la connectivité, tout ce qui est terminaux également, la partie des maths, des procédures administratives, et tout ce qui est e-santé, e-éducation, etc. Alors, sur la partie infrastructure de connectivité, contrairement à ce qu'on pense souvent, à savoir que le monde rural n'a pas besoin de débit important et que d'ailleurs, quand les opérateurs télécoms déploient le réseau, c'est les parents pauvres et que c'est le fonds du service universel qui doit faire en sorte qu'il y ait du haut débit ou du très haut débit dans les zones rurales. Mais c'est dans ces zones-là qu'on a plus besoin de e-santé. C'est dans ces zones-là qu'on a plus besoin de e-éducation. Et donc, qui demandent du haut débit, du très haut débit. Je veux dire, pour accéder à un hôpital, pour accoucher ou pour avoir, je veux dire, certains soins, ben, les femmes sont obligées de faire, je veux dire, des dizaines de kilomètres pour arriver à un centre de santé qui a un équipement à peu près correct. Et donc, c'est là qu'on a plus besoin de débit. C'est là qu'on a plus besoin d'avoir des installations où les populations qui sont dans les zones reculées n'auront plus besoin de faire des dizaines de kilomètres pour arriver, je veux dire, dans un hôpital qui, des fois, sera même moins bien équipé que si on avait créé un centre e-santé à côté pour pouvoir être en contact avec des spécialistes qui sont à Dakar ou dans d'autres régions. Donc, ce volet infrastructure, connectivité, moi je dis il faut qu'on commence à inverser les choses, en tout cas qu'on arrive maintenant vraiment dans les territoires à ce que cet aménagement en matière de connectivité soit vraiment pris, je veux dire, au sérieux, à sa juste valeur, avec du très haut débit, parce que c'est là qu'on a besoin encore plus de services qui consomment de la bande passante et de services vraiment dont les populations qui sont déjà défavorisées, qui sont dans des situations précaires et ont encore plus de difficultés pour accéder à des services de base qui pourraient être fournis s'il y avait du très haut débit à côté de ces populations-là. Donc ça, c'est un point vraiment, en tout cas pour moi, un plaidoyer très très fort pour les territoires. Ce projet-là, e-territoire, quand on le voit, on s'est dit, c'est extraordinaire. Maintenant, on n'a plus besoin. On faisait des plaidoyers, hein, les membres d'Optic qui sont là le savent. On faisait des plaidoyers pour dire, il faut faire de la transformation digitale, il faut faire de la transformation digitale. On le martelait, on le martelait. Mais maintenant, on ne le dit même plus. Parce que tout le monde, je veux dire, tout le monde sait qu'il faut le faire. Le président l'a dit, c'est nécessaire, il faut y aller. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est même plus une question. La question, c'est de savoir quel est l'aménagement numérique optimal qu'il faut mettre en place dans les territoires. Et cet aménagement numérique optimal, c'est juste le reflet de la stratégie de développement économique et social de ces territoires. À la rigueur, bon, je ne suis pas trop forcément pour, j'y reviendrai, hein, Michel Maire, parce que je ne suis pas forcément pour qu'il y ait des systèmes informatiques dans les différentes localités, qu'on mette des, je veux dire, qu'on mette des services informatiques dans les différentes communes. Moi, qui suis issu de localités rurales, je sais qu'aujourd'hui, les communes d'où je viens, c'est une commune où on ne peut pas imaginer qu'il y ait un service informatique, je veux dire, pour gérer des solutions de type e-santé ou autre, etc. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, pour moi, il faut aller vers, je veux dire,
la mutualisation, comme il est dit là, même des ressources qui vont permettre de gérer ces systèmes-là. Ça, vraiment, je le pense très sincèrement, et que ces communes-là se concentrent sur leur métier de fournir des services de qualité aux populations. Parce que gérer les systèmes informatiques, ce serait vraiment un autre métier. Et d'ailleurs, même concernant la DIE, hein, c'est souvent ce qu'on dit au DG Cheikh Barou, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, il faut faire faire. Ce n'est pas toujours le métier de l'État de faire, de développer des solutions, etc. Il faut faire faire. Et cela a un double avantage, monsieur le maire. Si vous faites faire, vous allez développer un écosystème d'entreprises locales qui vont créer des emplois, créer de la richesse, qui vont éviter l'exode rural, que les personnes, les jeunes qui sont dans ces localités, qui ont maintenant des écoles de formation, sur ce côté-là, on a beaucoup fait. Il y a des écoles dans les régions maintenant, il y a des universités dans les régions. Il faut tout faire pour qu'on ait des écosystèmes d'entreprises dans ces localités-là pour pouvoir retenir ces jeunes-là dans ces zones. Et c'est justement en faisant faire, en faisant des partenariats intelligents avec les entreprises, en leur demandant pour ces entreprises qui veulent travailler avec vous, de s'établir localement, d'avoir des branches locales qui vont pouvoir travailler à proximité de vous, vous apporter le service, tout ce que vous leur demandez, c'est vous apporter un service de qualité, que vous ayez un contrat de performance avec ces entreprises. Et vous allez vous concentrer, en fait, à faire de la stratégie économique et sociale, faire une bonne gestion basée sur les outils qu'on va vous mettre à disposition, mais que la gestion technique de ces outils-là, moi, je pense qu'ils peuvent être délégués à travers des partenariats intelligents au secteur privé qui va pouvoir, je veux dire, s'assurer de changer les terminaux quand ils ne marchent plus. Même les terminaux, les machines qui sont dans ces mairies-là ou autres, ce n'est même pas forcément la peine que ce soit des machines qui vous appartiennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, je veux dire, à la rigueur, consommer des services. Vous demandez des services aux entreprises, vous leur dites, voilà ce que je veux comme service, et on va vous apporter ces services-là sans pour autant que vous ayez même à gérer un patrimoine de machines, de maintenance, etc. Donc, il y a des modèles. Bon, je crois que c'est des discussions qui vont démarrer peut-être, mais en tout cas, il y a des modèles qui sont là qu'on pourrait vraiment analyser pour justement établir des partenariats, comme l'a dit le président de la République au Conseil des ministres d'hier. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration entre le secteur public et le secteur privé et les opérateurs télécoms, etc., pour un aménagement numérique du territoire. C'est tel que c'est indiqué au niveau du Conseil des ministres d'hier. Donc, le secteur privé, et je suis vraiment heureux que Macky l'ait dit, et on est déjà en relation avec l'ADL sur certains sujets, mais en tout cas, on vous marque notre disposition. Le projet e-territoire, il en est en fait à son élaboration. Il n'y a pas encore, l'étude de faisabilité n'est pas encore faite. On est vraiment en amont de ce projet-là. Et donc, on est disposé, comme je l'ai dit ce matin, comme on a fait avec la Poste, de s'asseoir avec vous, échanger sur votre programme e-territoire, apporter notre contribution et trouver les partenariats intelligents qui vont faire que chacun va faire ce qu'il sait bien faire, se concentrer sur ce qu'il sait bien faire, que vous ayez moins de risques, vous, les élus locaux, mais que vous ayez un service de qualité avec des contrats de performance avec les entreprises. Donc voilà, bon, c'est aujourd'hui en tout cas mon plaidoyer, c'est travailler en partenariat donc avec les entreprises pour la réussite de e-territoire et particulièrement donc sur l'état civil, vraiment j'y reviens et j'y tiens.
il faut absolument qu'on implique le secteur privé pour qu'on soit sûr d'ailleurs qu'on prend le bon schéma. Le bon chemin. Parce que le bon chemin, c'est d'abord passer par l'identité numérique fondamentale avant d'arriver à l'application de l'état civil. L'état civil, c'est juste une application de l'identité numérique fondamentale. Donc, il faut qu'on prenne le bon chemin, il faut qu'on le construise ensemble. Je ne veux pas qu'on rate, qu'on se prenne 10 ans dans la vue. Je ne veux pas qu'on revienne dans 10 ans en disant on n'a pas pris le bon chemin. Bon, ben, on a reçu un financement de 17,8 milliards. Bon, ben, on l'a utilisé, mais on se rend compte que le chemin qu'on a pris n'est pas forcément le bon. Donc, il faut que nous, vraiment, on souhaite être impliqués dedans. On va faire tout le nécessaire pour que dès la semaine prochaine, on saisisse les autorités compétentes, comme le président l'a dit, pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble en collaboration, en partenariat. Voilà, merci. Merci, Monsieur Antoine Gomme. Merci pour votre intervention. Alors, je rappelle que Optic a mis en place ce qu'on appelle l'initiative Down Covid-19. Je pense qu'il est en parfaite cohérence même avec le sujet de cet atelier-là, de ce forum plutôt. Donc, c'est-à-dire comment ils ont répondu par rapport, quelles sont les actions contre les Covid-19 et quelles sont les actions aussi pour la relance de l'économie. J'ai eu l'honneur de participer à cette initiative qui a permis de proposer un certain nombre de solutions vraiment innovantes pour la gestion, en tout cas le Covid-19. C'est une initiative similaire qui sont les bienvenues au niveau des collectivités territoriales. Et nous saluons encore une fois votre présence au niveau de... Encore une fois, je le répète, vraiment au niveau des actions des collectivités territoriales, c'est vraiment le secteur privé qui peut qui peut concrétiser les différentes actions permettant de renforcer la gouvernance et le management au niveau des collectivités territoriales. Monsieur Wagner. Merci beaucoup, Maki. Donc, bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être très long. Je vais juste peut-être axer mon intervention sur deux aspects. Le premier, en fait, ça va être sur le plan technologique. Hein. Le fait que, quand même, je suis à l'ADIE. Je suis le coordinateur technique de l'ADIE, chef de projet Passant, un projet qui vise un peu à rendre le territoire numérique. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que l'ADIE a quand même mis en place un réseau Internet gouvernemental qui s'étend aujourd'hui sur 4500 km de fibre optique qui maille en tout cas tous les grands axes du territoire national et certaines communes. Et comme le président l'a rappelé tout à l'heure, le fait que, en fait, ce réseau aujourd'hui est surdimensionné juste pour les besoins de l'administration. Donc, nous avons une fibre optique de 12 paires. Donc, aujourd'hui, seulement 2 paires sont utilisées, donc les 10 paires sont disponibles. C'est comme si aujourd'hui, on avait une autoroute à 12 voies et qu'aujourd'hui, on n'utilise que 2 voies. Les 2 voies sont là. Mais en fait, le premier problème que je voulais souligner sur le problème des infrastructures, ça, c'est au niveau de l'écosystème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir une rationalisation de ces investissements lourds sur le plan des infrastructures, que ce soit au niveau de l'État et que ce soit au niveau des opérateurs. Il y a des investissements redondants, il faut qu'on le dise. Il y a des endroits où aujourd'hui, nous avons besoin du haut débit et que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, il y a les opérateurs investissent dans les mêmes endroits. Et s'il y avait une mutualisation de ces infrastructures-là et une convergence de l'ensemble de ces réseaux, je pense que ça peut aider à rationaliser les dépenses dans ce secteur
et contribuer à mailler le territoire national. Donc, je pense qu'au niveau des infrastructures physiques, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit revoir au niveau de l'écosystème national pour essayer de normaliser la gestion du sous-sol et des points hauts. Voilà. Donc, l'autre aspect aussi, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'importance des data centers. Aujourd'hui, le président en a parlé tout à l'heure, l'AD est en train de mettre en place un data center national. Mais ce data center, ce n'est pas un data center de l'ADE. Voilà. L'ADE gère des infrastructures pour l'État. C'est un data center national qui est destiné aujourd'hui à fédérer l'ensemble des données de l'État. Aujourd'hui, nous savons que la donnée est aussi importante que l'eau, l'électricité, le gaz. Voilà. Donc, c'est important que ces données de l'État, qu'on arrive à les rendre cohérentes pour en créer un big data étatique où les données seront ouvertes pour permettre au secteur privé aussi de développer des services à valeur ajoutée. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, il n'y a pas qu'un seul data center. C'est un data center de tiers 3 qui a été construit à Diamniadio, qui est déjà finalisé, mais il y a un autre data center de même type qui sera construit à Kaolack. Donc, 2 data centers, et bon, peut-être, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion peut-être de voir ces data centers-là, mais je pense que c'est des data centers, en tout cas, qui, je ne dis pas le meilleur, mais en tout cas, l'un des meilleurs data centers au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'on a besoin de rationaliser ces infrastructures-là au niveau de l'écosystème national pour pouvoir, en tout cas, les rendre plus rentables. Bon, l'autre problème que peut-être je voudrais peut-être souligner, c'est au niveau de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une désynchronisation entre le politique et le numérique. Parce que le numérique va beaucoup plus vite que le politique. Voilà. Nous, informaticiens, on va beaucoup plus vite et que ce politique-là doit nous accompagner pour la modernisation, pour que nous pouvions trouver des solutions disruptives pour s'insérer dans l'économie numérique. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans les pays développés, où on parle de vraie économie numérique, c'est des problèmes, il y a des prérequis qui sont réglés depuis le temps de Napoléon. Aujourd'hui, on ne peut pas parler, on est en 2020, on parle d'état civil fiable. C'est un problème. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2020, on n'a pas de fichier cadastral national. Le foncier, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est les prérequis pour une économie numérique émergente. Donc, c'est des questions qui sont là depuis plus de 50 ans, 100 ans, et je pense qu'il faudrait qu'on se focalise pour régler ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'économie numérique, ce n'est rien d'autre que l'économie des plateformes numériques. Et que si nous voulons arriver à une économie numérique inclusive et durable, je pense que ces prérequis-là doivent être réglés. Donc moi, en fait, l'autre intervention, ce n'est pas uniquement sur le plan technologique. Je crois qu'il faut qu'on sorte un peu sur le plan technologique pour aller sur le plan culturel aussi. Culturel et psychologique. Parce que cette transformation digitale n'est pas uniquement technologique. Il faut qu'on change énormément de choses sur notre manière de gérer. Parce que cette manière, par exemple, aujourd'hui, de travailler, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le secteur privé, on a un mode de travail participatif. Et je crois qu'il faudrait qu'on puisse changer de paradigme et essayer d'être beaucoup plus dans la transversalité des choses. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est vrai, les infrastructures sont là, mais je pense que aussi le e-territoire doit s'accentuer aussi vers les citoyens.
Okay. Nous allons faire des solutions qui permettront au territoire de se connecter, mais le citoyen doit être au cœur de ces changements-là. Il est important aujourd'hui de booster l'entrepreneuriat axé sur l'innovation. Nous avons vu pendant la COVID qu'il y a eu beaucoup de créations, des jeunes qui ont inventé des choses, mais ces jeunes-là doivent être accompagnés. Et il est grand temps aujourd'hui qu'on se pose la question de la réforme de l'école traditionnelle, qui n'est plus au même diapason de ce qui se passe en réalité actuellement. Il faut que le numérique, il faut que l'intelligence artificielle soit insérée dans l'éducation de base, au niveau du primaire, pour que ces jeunes-là puissent voilà, avoir toutes ces connaissances-là de base pour essayer d'avoir ces connaissances-là. L'autre point qui est important aujourd'hui aussi, c'est mettre un cadre de référence pour les compétences numériques. C'est important même pour l'administration, pour le pays. Parce que moi, j'étais à Touba hier. Voilà, j'avais un collègue qui avait un problème avec son portable. On est allé dans le marché. Il y a un baol qui a réparé ce portable. Et cette personne n'a jamais fait l'école. Mais vous voyez son intelligence qu'il a mis au service de. Donc ces gens-là doivent être formés pour qu'ils puissent contribuer à cela. Le dernier point que je voulais peut-être parler aussi, c'est au niveau du business digital. Parce que les territoires, moi je pense que c'est bon, on va connecter les collectivités, mais les citoyens qui sont là-bas, c'est des mécaniciens, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs. Il faudrait qu'on puisse réfléchir dans ce sens-là pour les permettre aujourd'hui de disposer des outils ultramodernes qui leur permettent derrière de s'insérer vers l'économie numérique. Je crois que c'est des aspects que nous devons prendre en compte, mais éviter de se focaliser beaucoup plus sur les aspects technologiques en ne pas faire aussi le focus sur les aspects culturels et neurologiques. Parce qu'aujourd'hui, on tend vers l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle-là, moi, je vois, quand tu vois dans certaines localités, tu vois des jeunes qui vont inventer des machines là, pour le nettoyage des mains et tout ça. Donc, ces jeunes-là doivent être accompagnés dans ce sens-là. Voilà, pour ne pas être long, je pense que je vais peut-être pas en arrêter là. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Wakniaï, représentant de l'Agence de l'informatique de l'État. Nous avons longuement travaillé avec l'Agence de développement local. Vous avez parlé des aspects qui, plus ou moins, nous tiennent à cœur. C'est l'aspect data center. À vrai dire, les problèmes qu'il y a au niveau des territoires, c'est l'aspect hébergement de ces solutions. Et je pense que l'aspect souveraineté peut être bien pris en charge à travers le data center que vous êtes en train de mettre en place. Et si ça se termine, effectivement, ça peut... Bon, on verra en tout cas si c'est adéquat pour prendre en charge les besoins de ces différentes collectivités territoriales, à travers aussi la fibre optique. Est-ce que ces fibres optiques-là peuvent être plus ou moins accessibles avec ces collectivités territoriales et prendre en charge cet aspect culturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, le projet se résume peut-être sur 2 points, sur 2 composantes. L'aspect schéma directeur informatique des territoires, c'est-à-dire vraiment un document de planification qui permet de prendre d'un point A vers un point B les collectivités territoriales pour prendre en charge à travers le numérique. Parce que c'est ça le vrai problème au niveau des territoires. Les solutions, tout ça, ça existe. Mais le vrai problème, c'est comment les gens voient ce numérique-là. On se rend compte, on n'a pas besoin de faire une étude. On se rend compte que c'est pas vraiment, ou c'est plus ou moins méconnu en fait. Et effectivement, nous sommes vraiment en accord par rapport à cet aspect-là. Il est 19h, je vous ai retenu jusqu'à cette heure-là, vraiment navré. Mais ça montre en fait plus ou moins l'importance
et la largesse en fait de ce sujet, le numérique, les collectivités territoriales. Je pense que ce panel-là, ça ne suffit pas du tout pour prendre en charge ces différentes questions. On peut considérer cela comme un début et vraiment nous comptons pour chacun d'entre vous, encore une fois, vraiment pour participer pleinement à la numérisation, à la digitalisation des collectivités territoriales pour le développement du Sénégal. Je remercie encore une fois chacun d'entre vous pour votre brillante intervention. Chacun d'entre vous, vous êtes un acteur important dans ce dispositif-là. Et c'est comme ça que nous devrions effectivement travailler, une approche inclusive et participative. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire, de renouveler, de faire en fait la même chose, de faire les mêmes interventions. En fait, on peut dire que c'est le problème que nous rencontrons beaucoup au niveau du Sénégal. Merci à tous les participants pour avoir patienté et écouté ce panel-là. Et nous pourrions peut-être donner rendez-vous très bientôt sur, on peut dire, un forum numérique des territoires, pourquoi pas, pour chaque collectivité puisse prendre en charge cette question-là. Merci encore une fois, la DIE. Monsieur Antoine Gonne, merci beaucoup. Encore une fois, monsieur le maire, merci pour votre présence. C'était vraiment pas évident. Monsieur Christophe Yvetot, c'est un honneur de vous recevoir. Monsieur Blaise, merci. Merci beaucoup à vous tous.